Bonjour à tous, bienvenue sur ce live meeting organisé par lita.co. J'espère que tout le monde va bien. Le temps que tout le monde nous rejoigne, je me présente très rapidement. Je suis Estelle, je suis chargée projet levée de fonds au sein de l'ITA et je m'occupe particulièrement de la levée de fonds d'AgriViva qui fera l'objet de ce live meeting aujourd'hui. Je suis accompagnée de Laure Vidal, la directrice générale d'AgriViva, d'Augustin Legoaster, cofondateur de Cuisinons nos paysages, et de Benjamin Métadier, directeur financier de Foodbiome. Donc vous inquiétez pas, ils auront l'occasion de préciser le rôle de chaque structure dans ce projet d'investissement qui vous est proposé aujourd'hui sur l'ITA. Alors, avant de leur laisser la parole pour la présentation, je vous présente rapidement l'outil Livestorm pour ceux qui ne connaissent pas encore l'outil. Donc, vous pouvez utiliser deux onglets qui se trouvent en bas sur votre droite. Tout d'abord, on a l'onglet Chat destiné aux messages informels dans lequel vous pouvez manifester votre présence. N'hésitez pas d'ailleurs à dire d'où vous venez, comment vous avez connu AgriViva et aussi nous faire remonter un quelconque problème technique si besoin. Et juste à sa gauche, vous avez l'onglet questions pour formaliser vos questions tout au long de l'événement et nous prendrons le temps de les traiter lors du second temps fort de ce live. À ce propos, le live se déroulera en deux temps. Donc tout d'abord, Laure va présenter le projet AgriViva en une quinzaine de minutes et aussi les raisons de cette levée de fonds. Et dans un second temps, on attaquera donc la session questions-réponses qui est le temps privilégié de ce live. Donc je vois qu'on est quelques-uns à être connectés. On va pouvoir se lancer pour ne plus attendre. Donc j'affiche en grand la présentation et Laure, je te laisse la parole. Bonjour à tous, donc Laure Vidal, directrice générale d'AgriViva. Donc AgriViva, c'est le nom de notre légumerie qui est basée à Montpellier, une légumerie occitane basée dans son territoire et qui est au service de la transition alimentaire du territoire. Je ne marche pas. Hop, tac. Alors, je vais d'abord vous présenter l'activité, ce que nous faisons, qui nous sommes, et puis le projet de développement qui motive cette levée à travers l'ITA. Notre métier, donc, c'est un métier de l'agroalimentaire. Nous sommes là pour faciliter l'usage et la consommation de légumes, a fortiori locaux. On fabrique ce qui s'appelle des légumes de quatrième gamme. Donc la première gamme, c'est les légumes bruts. Et quatrième gamme, ça veut dire qu'on les a lavés, parés, donc on enlève tout ce qu'on veut pas dans les légumes, et tranchés selon les demandes de nos clients. On peut faire donc des sachets, comme vous voyez, de carottes râpées ou de bâtonnets de légumes ou des cubes type ratatouille. Et donc les légumes sont ainsi prêts à être utilisés par les chefs cuisiniers, notamment beaucoup de restauration collective qui n'auraient pas le temps de faire toutes ces préparations. Soit ils les utilisent directement avec de l'assaisonnement, c'est le cas donc des crudités, salades, carottes râpées, ou alors ils le cuisinent dans des plats plus ou moins élaborés pour faire des frites ou des légumes sautés. Donc voilà notre métier, fabriquer des légumes préparés pour la restauration collective locale. Alors, quelques éléments clés. L'entreprise a été créée en 2016 par une famille, monsieur et madame Land, qui ont implanté l'entreprise dans le pôle de transformation alimentaire du mine de Montpellier, donc le petit Rungis local. On est toujours installé dans le mine de Montpellier, qui est un véritable hub logistique régional. Aujourd'hui, on a 17 salariés, dont la moitié qui sont dans un parcours d'insertion, on y reviendra. On travaille avec une quarantaine d'agriculteurs partenaires. En 2023, en gros, on a transformé 800 tonnes de légumes bruts, et dont un tiers en produits bio. Notre chiffre d'affaires en 2023 était de 1,5 million, soit une progression de 25% par rapport à 2022. On a 3 missions. Donc, la première mission agroalimentaire, on est là pour produire des aliments et notamment des végétaux, des légumes ou des légumineuses pour
augmenter la quantité de végétaux dans les assiettes et végétaliser ces assiettes. Notre deuxième mission vers l'amont, c'est de soutenir la production locale. On croit fermement dans l'intérêt de territorialiser l'alimentation, donc la chaîne de fabrication depuis les producteurs, les agriculteurs jusqu'aux consommateurs. Donc on est là pour soutenir la production maraîchère locale. Et troisième mission, très importante aussi pour nous, c'est une mission sociale et solidaire. Donc on a un agrément d'État pour être une entreprise d'insertion par l'activité. On accueille ainsi donc 8 personnes actuellement, 8 ETP, et puis ça va croître au fur et à mesure de la croissance des volumes, qui sont là donc entre 4 mois et 24 mois. Ce sont des personnes éloignées de l'emploi et qu'on rapproche de l'emploi à travers les missions qu'on leur confie en interne. On travaille également avec un ESAT et on accueille du personnel handicapé hors les murs. Donc une mission sociale au-delà de la mission alimentaire et de souveraineté alimentaire aussi. Nos clients, donc on travaille avec la restauration collective locale en direct à travers des marchés publics signés avec la ville de Montpellier pour la cuisine centrale. Donc on touche ainsi les 90 cantines et les écoliers de la ville de Montpellier, le département de l'Hérault pour les collèges de l'Hérault. Et enfin, on est référencé par la région Occitanie sur une plateforme d'achats publics locaux pour les lycées de la région Occitanie. On travaille également avec des sociétés de restauration comme Elior, Happy ou Compass. Donc pour leurs achats locaux, on travaille avec des entités, des cuisines locales sur notre zone, notre périmètre d'action qui couvre Occitanie et PACA. Donc il y a un périmètre en gros 200 à 300 km autour de la légumerie. Et enfin, on travaille avec des grossistes basés sur Montpellier et sur Toulouse qui nous permettent de toucher indirectement d'autres clients de la restauration collective et commerciale. Alors, vous voyez donc Montpellier et autour de nous, donc les agriculteurs avec lesquels nous sommes en partenariat, une quarantaine, donc, sur un périmètre de 150 km autour de la légumerie pour nos achats en locaux. Et après, selon les terroirs, on peut acheter un peu plus loin en France. Par exemple, la pomme de terre pousse dans le nord de la France. Il y en a un petit peu dans notre région, mais on n'est pas une région productrice de pommes de terre. Donc, évidemment qu'on achète la pomme de terre dans le nord de la France, ou l'endive. Tout ça, c'est une stratégie qui vise à produire des aliments de qualité, de saison et très frais pour nos clients, puisqu'on produit le lendemain, nos clients sont livrés et peuvent cuisiner les légumes. Un tiers de nos approvisionnements sont en bio d'ores et déjà. Alors, nos producteurs maraîchers, la relation que l'on développe avec eux, elle est ultra importante et elle est socle dans notre modèle de transition alimentaire. Là, vous avez la photo de Alexandre. C'est un producteur de poireaux. Alors, même s'il tient des tomates entre ses bras, il produit aussi des poireaux. Il est basé à Capestan, près de Béziers. Et avec Alexandre, on s'est engagé à lui acheter sa production de poireaux sur une certaine surface agricole et à lui écouler tous les gros poireaux qui ont peu de débouchés sur le marché de bouche, donc sur ce que nous, on achète sur les étals des primeurs ou des marchés. Donc, un engagement de volume, un engagement de valeur aussi, c'est-à-dire tout au long de la saison, un prix stable, quel que soit le cours, que le cours augmente ou baisse. Nous, on est là et on lui a garanti un revenu. Donc, on est là pour sécuriser les agriculteurs sur leur revenu agricole. Je crois que le sujet est vraiment d'actualité. On est conscient de ce rôle en tant qu'entreprise alimentaire pour sécuriser l'agriculteur dans son travail. Donc des volumes, de la valeur également sur des produits déclassés. Par exemple, nous on va venir acheter des butternuts, des courges butternut qui sont très très grosses. C'est des courges que vous verrez pas sur les étals des supermarchés parce que le particulier va pas acheter une très très grosse courge. Donc ça, c'est des produits qui sont déviés vers les entreprises alimentaires. Donc nous, on va se focaliser sur certains produits, sur du déclassé qui reste du produit très très bon, mais sur lequel on va amener une valeur économique qu'on ne trouverait pas ailleurs. Voilà, et on travaille également sur les excédents de production. Parfois, on a des producteurs qui viennent vendre sur le marché du mine de Montpellier et qui se retrouvent en fin de marché avec des produits sur les bras parce que ce jour-là, ils n'ont pas trouvé
des acquéreurs pour 100% de leur volume. Ils viennent toquer à la porte et nous, on s'engage à récupérer leur volume et à les vendre. Et donc, on va travailler avec nos clients derrière en aval et on va pousser ces légumes en disant, voilà, ils sont de saison, il y a un surplus de production parce qu'il a fait chaud, parce que si, parce que mi. Et on vous le propose. Et donc, on essaie comme ça de tirer les ventes par ce qui sort du sol. Donc, voilà notre rôle et la mission qu'on essaie de réaliser en lien avec nos partenaires producteurs. Alors l'équipe aux manettes, donc je suis la dirigeante. J'ai une dizaine d'années d'expérience en entreprise agroalimentaire. J'ai un background d'ingénieur spécialisé en environnement et en agroalimentaire. Donc j'ai une forte sensibilité environnementale et c'est pour ça que la mission d'Agriviva me tient particulièrement à cœur. On a recruté en 2023 des personnes pour remplacer aussi la famille Land qui était à l'origine du projet, mais surtout pour structurer la croissance de l'activité. Donc, on a fait plus de 25% en 2023. Au niveau entrepreneurial, c'est jamais simple à écrire des étapes de croissance, donc il est important de structurer les équipes. Donc, Thomas est arrivé courant d'année pour prendre la direction de l'exploitation. Lui aussi est fortement expérimenté en agroalimentaire sur différents postes d'achat, mais aussi de production et de logistique. Également, on a recruté Stéphane qui a commencé sa carrière à Rungis, dans le milieu des fruits et légumes depuis le début, et qui précédemment était chez un grossiste bio local implanté sur Montpellier. Puis vous pouvez voir également qu'on a un niveau de management intermédiaire sous Thomas qui nous permet d'encadrer très fortement les salariés qui sont dans leur parcours d'insertion, parce que c'est très important quand on accueille ce type de public, de les accompagner techniquement, professionnellement sur le terrain pour leur permettre de faire un parcours réussi quand ils font leur séjour chez Agriviva. Donc voilà l'équipe. Et donc tout ça, on est là aujourd'hui pour se parler du projet de développement d'Agriviva. Notre projet, c'est de croître, c'est d'arriver à développer de plus en plus ce modèle d'alimentation durable, donc finalement d'aller proposer ces légumes préparés le plus possible sur notre territoire. Donc, il s'agit d'abord de consolider notre chiffre d'affaires historique avec les clients historiques de la restauration collective, les grossistes aussi, et commerciales. Travailler également d'autres clients en désaisonnalisant. Comme on travaille beaucoup pour les scolaires, on a des périodes de vacances où on a moins de volume, donc on va chercher du chiffre d'affaires dans ces périodes-là, et notamment auprès de nouveaux clients, de la restauration commerciale estivale notamment, mais aussi de nouveaux clients en GMS. Donc on a lancé il y a peu la gamme Cuisinons l'Occitanie pour la GMS pour apporter nos légumes préparés auprès des clients occitans de la GMS. Également, on travaille de plus en plus avec des PME agroalimentaires locales qui, elles aussi, ont des besoins de préparation de légumes en volume. Donc ça, ce sont nos relais de croissance pour l'avenir et puis pour développer de plus en plus cette offre alimentaire locale. Enfin, on va se diversifier dans le projet que l'on souhaite financer. Il y a un projet d'accueil d'un atelier chaud pour préparer des légumineuses. Donc, pré-cuire des haricots rouges, haricots blancs, lentilles vertes, pois chiches locaux pour la restauration collective commerciale locale. Donc, le besoin de financement de notre projet est de 890 000 euros. Qui se répartit comme suit. Donc 400 000 euros pour financer purement la croissance de l'activité. On a des besoins de froid, de chambres froides, mais aussi des outils de fabrication pour développer le capacitaire de production, et puis des outils de convoyage, enfin tout ce dont a besoin une entreprise alimentaire. Une enveloppe de 190 000 euros pour mettre sur pied cet atelier chaud. Et enfin, bien sûr, qui dit croissance dit variation de BFR, donc 300 000 euros pour financer cette croissance. Ce nouveau financement de 890 000 euros
on espère à travers la collecte LITA couvrir 350 000 € des besoins. Ça nous permettra donc de débloquer d'autres financements obtenus, donc une subvention régionale à hauteur de 200 000 €, mais aussi le financement de la Banque des territoires, puisqu'on a été lauréat d'un appel à manifestation d'intérêt sur la transition alimentaire de la Banque des territoires à hauteur de 300 000 €. Et notre actionnaire complétera une part du financement. Donc un équilibre entre diverses sources de financement, Banque des territoires, subventions régionales et financement participatif. Pour pouvoir mener à bien notre projet, il y a un point qui est important et qui est un point de sécurisation de mon point de vue de tout ce qu'on peut faire sur la légumerie, c'est qu'on bénéficie d'un support, le support du réseau de notre actionnaire, donc Cuisinons nos paysages. Je vais laisser Augustin le présenter. Bonjour, donc, je suis Augustin, je suis un des 2 fondateurs de Cuisinons nos paysages. Cuisinons nos paysages, c'est un projet de réseau de légumerie-conserverie. C'est un projet qui a démarré il y a un peu plus d'1 an, qui est incubé au sein de Foodbiome. Le point de départ du projet, c'est vraiment ce sujet de résilience alimentaire de territoire. De constater le fait qu'on est arrivé au bout du modèle agro-industriel massifié, standardisé, avec un sourcing Europe ou tout venant et une distribution Europe ou tout venant qui conduit à de la pression sur les prix, à de la standardisation des produits, à de la mécanisation dans les champs, etc. Et donc, le sujet à ce moment-là, c'est de se dire il y a un enjeu très fort à relocaliser de la transformation alimentaire pour sortir de ce modèle. Partant de ce principe-là, ça fait 10-15 ans que le sujet de la résilience alimentaire prend de l'ampleur, qu'il y a beaucoup de personnes qui s'en emparent, qui créent des ateliers de transformation, notamment dans le végétal, qui est le sujet qui nous intéresse. Donc, qui créent des légumeries, qui créent des conserveries sous tout un tas de formes. Il y a beaucoup de ces ateliers qui émergent sur les territoires et le triste point commun de beaucoup de ces ateliers, c'est qu'ils ont du mal à se pérenniser dans le temps. Et ils ont du mal à se pérenniser dans le temps, notamment essentiellement parce que c'est un métier compliqué, l'agroalimentaire, et que c'est un métier qui devient plus compliqué quand on le fait à petite échelle. La conviction qu'on s'est forgée en partant de ça, c'est de dire que si ces ateliers agroalimentaires ne font pas la différence par la massification, par les économies d'échelle, par la standardisation, probablement qu'ils peuvent faire la différence par la mutualisation et par la mise en commun d'un certain nombre de briques métiers essentielles au développement, mais qui sont trop lourdes ou trop coûteuses pour être portées seules. C'est dans cet esprit-là qu'on a créé Cuisinons nos paysages. Donc, Cuisinons nos paysages, c'est aujourd'hui une belle équipe qu'on voit en haut du slide. Donc, une équipe de 6 à temps plein, où on commence à remplir à peu près tous les rôles nécessaires à être en appui à la performance d'une légumerie ou d'une conserverie. Sur la droite, vous voyez Jean-Philippe, Adrien et Benjamin, qui eux sont chez Foodbiome et sont aussi en support, chacun dans leur métier. Et en bas, une petite idée des outils qu'on met à disposition et des sujets sur lesquels on intervient auprès des légumeries conserveries. Donc, c'est des expertises qui vont de l'ingénierie, du process industriel à la logistique, en passant par le financier, le juridique, le contrôle de gestion. C'est des outils, c'est la construction d'outils communs, de se dire c'est trop bête que chaque légumerie, chaque conserverie passe son temps à essayer de faire tous les métiers en même temps et à construire des outils qui ne seront utiles qu'à elle, alors qu'en réalité, toutes les autres légumeries conserveries de France sont en train de bosser sur les mêmes sujets et peinent à se dégager du temps. Donc, c'est de la mutualisation là-dessus. Et c'est une capacité marketing et commerciale mise en commun. Pour une boîte de 18 personnes comme Agriviva, c'est super compliqué d'avoir le temps, les compétences et les finances de créer une marque, de créer une capacité marketing. Et donc, nous, c'est ce qu'on vient faire, entre autres, avec Cuisinons nos paysages et les répliques régionales de Cuisinons nos paysages, à savoir Cuisinons l'Occitanie aujourd'hui chez Agriviva. C'est donner aux légumeries et aux conserveries le pouvoir de mettre en avant l'origine des produits, de se distinguer en rayon ou en RHD, en mettant en avant l'origine des produits sans avoir à porter toute la lourdeur et tout le coût du développement d'une marque. Et en transverse de tout ça, c'est doter ces ateliers-là d'une capacité à innover, que ce soit sur les produits, sur les process ou même des innovations organisationnelles. Ouais.
Voilà dans les grandes lignes. Et donc, Cuisine de paysage, on a commencé il y a 1 an. Aujourd'hui, on a une légumerie pilote qui est Agriviva, dont on est actionnaire majoritaire. Et on a aujourd'hui 5 projets à l'étude de création et ou de reprise de légumeries conserveries un peu partout sur le territoire, à Strasbourg, à Rouen, à Lille, à Avignon, enfin un peu partout. Et pour conclure, oui, il faut que je passe le slide. Et pour conclure, on a tenu à mettre ce petit schéma-là sur la droite. Je ne sais pas si beaucoup d'entre vous connaissaient les légumeries conserveries avant d'entendre parler de ce projet, mais ce qui est important à comprendre, c'est que c'est une vraie aventure collective, une vraie aventure de territoire. Agriviva n'est pas une PME agro isolée qui fait son petit bonhomme de chemin, c'est une vraie aventure territoriale. Agriviva a été créée à l'initiative de la métropole et du département, qui eux-mêmes ont été confrontés à cette problématique de on veut relocaliser nos appros, mais aujourd'hui personne ne râpe de la carotte sur le territoire. Donc on a des carottes, on a envie de manger de la carotte locale, sauf qu'on a une cuisine centrale de 15 000 couverts, que quand on a une cuisine centrale de 15 000 couverts, on ne s'amuse plus à râper les carottes nous-mêmes parce que ça devient un process industriel. Donc, il faut qu'on crée un atelier de transfo qui soit capable localement de valoriser cette matière première. Donc, ils ont tendu des perches à des entrepreneurs régionaux en disant « Est-ce que vous ne voudriez pas monter un atelier de transfo ?» Et donc, on a Jean-Pierre, à l'époque, a levé la main en disant « Moi, je veux bien monter cet atelier. » Donc, c'est à l'initiative du public, au bénéfice du public en premier lieu. Et on le voit bien dans la collaboration qu'on a avec le département de l'Hérault, avec la métropole de Montpellier. C'est vraiment main dans la main. C'est des marchés qui sont renouvelés tous les ans depuis la création, tant pour l'un que pour l'autre. Et petit à petit, c'est un projet qui est venu s'ancrer sur le territoire par plein d'autres façons, en devenant un acteur de l'insertion, en devenant un acteur de la structuration des filières. Aujourd'hui, le projet qu'on monte sur la cuisson des légumineuses, c'est en partenariat avec une coopérative basée à côté de Carcassonne qui s'appelle la SIC Graines Équitables. Et donc, nous, on s'engage à valoriser les légumineuses de la SIC Graines Équitables en les fournissant pré-cuites à la restauration collective pour en faciliter l'usage. C'est un ancrage auprès de la restauration collective privée localement. Bref, je pourrais en parler encore des heures, mais c'est un vrai projet de territoire où on dit, en fait, c'est un atelier le rôle d'une légumerie ou d'une conserverie sur un territoire, c'est ou ça peut être le fait d'être un pivot entre l'amont agricole et l'aval, la distribution. Nous, c'est vraiment ce rôle-là qu'on a envie de jouer chez Agriviva et au sein des autres légumeries et conserveries du réseau demain. Et c'est vraiment le sens de la mission, c'est de recréer du lien entre les acteurs de l'amont et les acteurs de l'aval. Et vraiment cette notion de reterritorialiser l'alimentation. Merci. Merci pour cette présentation, Laure et Augustin. Merci à tous pour votre intention. Donc avant de passer aux questions, je tenais à vous rappeler les raisons et les conditions de l'investissement qui vous est proposé au sein d'Agriviva. Donc rapidement, j'ai sélectionné 3 raisons pour investir dans Agriviva. Donc premièrement, ce qui ressort de manière très claire, c'est l'impact multiple du projet au travers d'une offre résiliente. Donc l'entreprise, elle se positionne clairement au cœur de l'économie sociale et solidaire en privilégiant d'une part l'embauche de personnel en difficulté d'emploi, d'autre part en valorisant les écarts de tri, en promouvant le circuit court, la saisonnalité des produits végétaux et le soutien pérenne des producteurs locaux que Laure a bien su expliquer. Et de plus, Agriviva se distingue de la concurrence industrielle nationale en proposant des produits frais plutôt que du surgelé qu'on va retrouver généralement chez la concurrence. Ensuite, la stratégie de diversification entreprise par Agriviva est très prometteuse. Donc, elle repose notamment sur le développement de la gamme industrielle et GMS, donc grande et moyenne surface, et également sur une gamme chaud avec des légumineuses et qui sont vouées à désaisonnaliser le chiffre d'affaires de l'entreprise.
Et enfin, on peut mettre en avant l'équipe, l'écosystème d'Agriviva et également de Cuisinons nos paysages et Tout Food Bio, donc qui sont les structures qui portent le projet d'Agriviva et le projet de réseau de légumerie de proximité. Donc notamment en 2023 a été caractérisé par l'arrivée de nouveaux collaborateurs au sein d'Agriviva avec de fortes expériences, de fortes connaissances dans le secteur de la restauration collective et du milieu agricole, et ce qui a permis un redressement financier de l'entreprise en 2023. Voilà pour le petit rappel, et puis je vous mettrai dans le chat la page de la levée de fonds, où vous retrouverez toutes les raisons dans le détail. Pour vous rappeler les conditions de l'investissement, donc qui est en cours sur lita.co, Agriviva lève en action avec un objectif maximum fixé à 350 000 € auprès des investisseurs citoyens. La rentabilité de cet investissement se caractérise par une plus-value potentielle au moment de la revente de vos parts et d'une réduction fiscale, donc qui s'apparente à l'IR-PME, donc la réduction de l'impôt sur le revenu, avec un taux fixé aujourd'hui à 18%, qui pourrait être amené à être rehaussé à 25% en fonction du délai d'obtention de l'agrément ESUS auquel Agriviva pourrait tout à fait obtenir. Et c'est aussi un investissement éligible au PEA ou au PEA-PME. Donc, la levée de fonds est actuellement en phase de pré-collecte, ce qui vous permet de déposer une intention d'investissement qui est non engageante, je le rappelle bien, et surtout d'être averti du passage en collecte. Donc je pourrais en revenir à la fin de ce live, mais n'attendons pas plus longtemps pour aborder les questions. Alors, c'est parti pour une première question de... Hop. Alors, je vois qu'il y a une réponse qui a été écrite pour la question de Jean-Baptiste. C'est Benjamin? Ouais. Ok, très bien. Peut-être que je peux te laisser développer. Là, je peux pas la mettre en avant, la question, mais c'est pas grave. Je la lis à haute voix. Question de Jean-Baptiste. Comment le modèle économique tient-il sur la durée, alors que chaque choix que vous prenez, qui sont tous très respectables et nécessaires, est d'une certaine manière à rebours de la logique de marché et contribue à augmenter vos coûts? Benjamin, je te laisse peut-être lire ta réponse et développer de vive voix. Oui, c'était pour. Je vais peut-être. C'était pour décharger Laure, mais je pense que Laure répondra beaucoup mieux que moi. Le modèle économique de notre entreprise, on a quelques KPI. Le premier, c'est la marge brute. Donc, c'est le rapport entre le prix d'achat de matières premières et le prix de vente. Alors, on pourrait croire que acheter local est plus cher, mais c'est pas vrai. C'est pas forcément vrai, en fait. Et c'est pour ça qu'il faut bien acheter. Il faut avoir des bons partenaires. Mais là, par exemple, on a rapproché notre sourcing de carottes sur cette saison et on a gagné 6 centimes d'euros au kilo. On ne va pas chercher à serrer le producteur, hein, c'est son tarif. Mais on a gagné une partie de transport, notamment. Sécuriser des prix d'achat avec les producteurs, c'est aussi éviter d'être sans cesse baladé sur des prix de marché avec des cours qui évoluent du jour au lendemain de manière significative. Donc c'est aussi une manière de sécuriser notre marge brute. En face de ça, on a des clients, notamment dans la restauration collective, qui sont engagés dans Egalim, dont vous avez peut-être entendu parler, qui les oblige à avoir une proportion de leurs achats en bio et ou une proportion en durable. Et dans durable, il peut y avoir du local, il peut y avoir du HVE et il peut y avoir aussi du social. On a par exemple le marché avec le conseil départemental de l'Hérault, qui est un marché dit réservé aux entreprises d'insertion. Donc ce choix-là, stratégique de l'insertion, nous permet d'avoir ce marché. Donc ça marche dans ce sens en fait. C'est un vecteur de sécurisation du business. Voilà. Il n'empêche que
ce taux de marge brute doit rester clé dans notre pilotage entre les prix d'achat que l'on obtient et le prix de vente. Et de plus en plus, on essaie de travailler en mercurial pour pouvoir faire évoluer les prix de vente en fonction des prix d'achat. En début de saison, si on n'est pas sur un prix constant, en début de saison, les prix d'achat peuvent être plus élevés qu'en cœur de saison. Et donc, on essaie d'adapter notre stratégie prix par rapport au prix d'achat. Voilà. Mais ça, c'est tout à fait compréhensible et accepté par nos clients. Voilà. L'autre indicateur, c'est la masse salariale. Comment la maîtriser pour assurer un modèle économique durable. Là, c'est l'excellence aussi opérationnelle, hein, la croissance des volumes qui va amortir nos charges fixes de masse salariale. Et la masse salariale de production, là, c'est en travaillant au quotidien sur l'optimisation de nos process. L'investissement que l'on souhaite financer par l'intervention l'ITA notamment, c'est un investissement qui permet d'améliorer le coût de main-d'œuvre au kilo produit. Puisque, par exemple, si on rajoute du convoyage, on évite de la manutention. Enfin, l'autre critère de durabilité du modèle économique, je dirais que c'est ce support que l'on obtient à travers le réseau Cuisinons nos paysages. Parce que pour être dans l'excellence opérationnelle, on a besoin vraiment de fonctions support très précises qu'on ne peut pas se payer si on est tout seul dans son coin petit. Voilà. Et donc, à plusieurs, et grâce à ce réseau, on peut avoir, par exemple, le soutien de Benjamin qui a des compétences de DAF qui sont tout à fait nécessaires pour piloter financièrement une activité. Mais ce n'est qu'un exemple. Et je pense que ça nous permet de limiter nos charges fixes sur ces fonctions support-là qu'il faudrait avoir quelque part pour durer dans le temps. Puisqu'on on a accès à ces fonctions, mais sur un coût mutualisé, donc qui est inférieur en charge fixe. Donc notre taux de charge fixe n'explose pas dans le temps. Donc ça, c'est très important. Ouais, j'espère avoir répondu à la question. Merci Laure, c'était très clair. Une prochaine question de Hubert. Bonjour Hubert, comment Agriviva gère ses invendus alimentaires ? Alors, je vois que Augustin, tu as préparé un élément de réponse, donc je vous laisse vous répartir la parole. Comme tu veux, Laure, la réponse est assez explicite. On donne aux associations ce qui est encore consommable, au Secours Populaire et à Linky en l'occurrence. Et ce qui est plus consommable, donc la date a été dépassée ou le produit a commencé à être abîmé à cœur, ça part en méthanisation. Il y a un gros méthaniseur à Montpellier. Ou en alimentation animale un peu plus sous manteau avec des produits qui passent récupérer une caisse de ceci, une caisse de cela. Et toute transparence, on a encore progrès à faire là-dessus pour être sûr que tout ce qui est consommable soit vraiment donné en temps et en heure et puisse être récupéré par les assos. On a encore une petite marge de manœuvre là-dessus. Merci Augustin. Après, le premier levier, c'est de ne pas avoir d'invendus. Donc, notre premier axe, c'est surtout de réduire les invendus. Donc, une légumerie, c'est un modèle d'activité en frais. Donc, on a très peu d'invendus parce qu'on produit ce qu'on nous a commandé. On n'est pas sur stock. Donc, si on me demande de fabriquer 100 kg de carottes, je vais fabriquer 100 kg de carottes et je vais vendre 100 kg de carottes. Donc, c'est assez rare quand même qu'on ait des invendus. Parfois, ça peut être lié à un problème logistique d'un prestataire il y a un couac lambda dans le transport et il n'a pas réussi à amener la palette où il fallait. Donc, on va se débrouiller pour la récupérer pour pouvoir rapidement, effectivement, la donner en don alimentaire. Voilà, mais on a très, très peu d'invendus. Hein. Très bien, très clair. Juste pour information, Augustin, on ne te voit plus car ta bande passante est faible. Mais on a entendu ta réponse. Prochaine question de Vincent Portier. Donc, te concernant, Laure, Madame la directrice générale, pouvez-vous développer votre parcours dans l'agroalimentaire? Était-ce le secteur industriel classique? Non, entreprise. Si oui, pourquoi ce changement? Alors, donc, moi, je suis ingénieure spécialisée en environnement. Donc, première partie de carrière était sur la thématique environnementale, où j'ai accompagné de nombreuses entreprises alimentaires et agricoles sur des stratégies environnementales. Donc, j'ai travaillé tant pour des gros industriels,
comme par exemple le groupe Pernod Ricard sur sa stratégie environnementale, que des filières agricoles comme celle du melon du Quercy, en passant par des très très belles PME comme Nutrition et Santé. Donc un accompagnement sur la question de l'empreinte environnementale des produits alimentaires, de la fourche à la fourchette. Et puis au bout de 10 années, j'ai eu envie d'être à la place de mes clients, donc je me suis lancée dans l'entrepreneuriat et j'ai créé une start-up qui s'appelait Il était un fruit, qui a été créée donc en 2014. Et cette start-up visait à valoriser les déclassés de fruits et légumes, en fruits et légumes séchés, pour le marché essentiellement de la GMS. Donc j'ai développé cette entreprise pendant 8-9 ans. Malheureusement, elle a subi le Covid. Bon, il y a eu quelques crises qui se sont accumulées et qui font que les innovations ont du mal à émerger dans ces périodes-là. Et puis, on avait choisi un marché pas facile, qui est celui de la GMS. Donc, j'ai tiré beaucoup d'enseignements pour l'avenir. Et donc, pour toutes ces raisons, l'entreprise a été liquidée. Elle a été reprise à la barre du tribunal par une autre entreprise. Donc, pendant 1 an, j'ai accompagné le repreneur dans la transmission et du fonds de commerce et de tout le process, puisqu'il y avait une innovation technologique liée à cette entreprise. Voilà, et 1 an plus tard, en échangeant avec Augustin et l'équipe de Cuisine dans nos paysages, il y a eu cette opportunité de rejoindre Agriviva, et ce qui pour moi était dans la continuité de mon parcours dans l'agroalimentaire durable. Donc c'est un changement, plutôt une évolution dans ma carrière. Merci Laure pour ce petit historique d'expérience. En effet, vous retrouverez une partie sur l'équipe, la gouvernance à la fois d'Agriviva et de Cuisine dans nos paysages dans le dossier d'investissement qui sera très prochainement disponible sur la page de la levée de fonds. On aura l'occasion de revenir dessus. Une deuxième question de Hubert. Pensez-vous opter pour une alternative à l'emballage plastique ? Oui, ce serait bien. Aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de solutions alternatives sur cet emballage plastique. Alors, l'évolution naturelle, c'est d'aller vers des emballages biosourcés et compostables. Donc, bien sûr, on y réfléchit, et comme nos clients aussi d'ailleurs qui sont engagés sur ces questions-là. Donc, on est en veille permanente sur ces sujets. C'est aujourd'hui encore un mal nécessaire. Alors là où on a un peu plus d'action et on est en train d'évoluer, c'est sur le conditionnement secondaire. Donc aujourd'hui, on conditionne dans des cartons, mais qui sont jetables. Alors ils sont recyclés, évidemment, c'est du carton. Mais on est en train de mettre en place des expérimentations sur de l'emballage retournable, donc des bacs plastiques avec des rotations, pour limiter notre empreinte emballage. Donc ça, c'est notre premier levier d'action. Sur le plastique, le levier le plus rapidement actionnable, c'est de systématiquement proposer à nos clients de monter sur des volumes. Donc, pas de conditionner en 500 grammes, mais plutôt en 5 kilos, parce que proportionnellement, on utilise moins de plastique. Après, le changement de matériaux, il n'est pas évident dans les faits encore aujourd'hui techniquement. Mais on évoluera. Merci Laure. Une question de Lambert. Bonjour, comment faisaient vos clients avant l'existence d'Agriviva ? Quel est l'environnement concurrentiel auquel vous faites face ? Merci. Alors effectivement, avant Agriviva, ils pouvaient acheter à des concurrents plutôt nationaux, donc c'est des entreprises plutôt industrielles. Alors il y avait aussi il y a quelques petites légumeries de territoire, mais beaucoup plus petites et qui sont pas capables de délivrer les mêmes volumes que nous. Donc ils passaient plutôt sur de l'industriel national, type Florette, Rosée des Champs, qui sont des très belles entreprises qui néanmoins ne permettent pas de connecter le territoire à l'assiette. Voilà, donc c'est ce qu'on amène, c'est cette connexion avec une équation économique où on doit être compétitif et qui nous oblige à l'excellence opérationnelle, clairement.
Et pour compléter là-dessus, pour avoir rencontré pas mal notamment de chefs de restauration collective ces derniers mois, on vient aussi en remplacement du surge ou de la conserve dans pas mal de cas de figure. Et nous, on a cette petite bataille-là de dire, en fait, la restauration collective continuera toujours à travailler un peu de surge, à travailler un peu de conserve, mais on sait qu'il y a des lignes de produits sur lesquelles c'est vraiment intéressant pour eux de basculer, parce que gustativement, parce que nutritivement, il y a un vrai intérêt à s'orienter vers du frais. Et donc potentiellement, il y a certains des produits qui nous achètent aujourd'hui qui hier, ils achetaient en surgelé et en frais. Et après, pour compléter sur l'environnement concurrentiel, donc il y a effectivement un paysage national avec 2-3 acteurs industriels distribution nationale. Et à l'échelle du territoire, il y a on peut dire 3 autres légumeries, je pense. Il y en a une à Perpignan qui s'appelle Viva Fresh, qui fait un petit million de chiffre d'affaires, qui a un rayonnement très, 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 très local, vraiment autour de Perpignan. On se marche quasiment pas sur les pieds. Et c'est aussi un des gros atouts des ateliers de territoire, c'est qu'en fait, on est rarement en guerre avec les autres ateliers du territoire parce que chacun chez lui. Et après, il y a une petite légumerie 100% bio qui fait peut-être 500 000 euros de CA, qui s'appelle Terra Alter Gascogne, qui est en Gascogne, donc assez et qui est-ce que je voulais citer en dernier? Il y a pas une toute petite qui s'appelle, qui est dans un ESAT Qatar à Pézenas, une petite heure de route d'Agriva, mais qui pour le coup est pas du tout le même type d'outil et répond pas du tout au même type de marché. Le métier de l'ESAT, c'est l'insertion, c'est d'abord l'insertion, ensuite le légume, là où nous, c'est d'abord le légume, ensuite l'insertion. Et donc, on n'a pas du tout les mêmes volumes et pas du tout les mêmes marchés. Merci pour cette réponse complète. Donc, un petit peu dans la lignée de cette question. Question de Vincent. Sur quels critères choisissez-vous vos agriculteurs partenaires? Alors, un critère de localisation, déjà à proximité. Ensuite, des valeurs partagées sur une vision de l'agriculture quand même, comment avancer, comment progresser dans le modèle agricole pour qu'il soit le plus respectueux possible des cycles, de la terre, de la biodiversité, du climat. Et ensuite, ce sont des critères de prix, de volume, de capacité de livraison également. On sort quand même des gros volumes de production tous les jours. Donc, on va difficilement travailler avec les plus petits agriculteurs. Il faut quand même que ce soit des maraîchers qui soient déjà sur une certaine surface agricole, qui soient déjà un peu structurés en volume et capables de livrer des palettes, des big bags. Voilà, donc on va travailler avec ce type d'agriculteurs. Après, on essaie d'avoir sur une matière, on essaie d'avoir quand même plusieurs agriculteurs aussi, pour pas mettre tous nos œufs dans le même panier, pour être plus résilient aussi, parce qu'un accident en agriculture est vite arrivé. Donc voilà, on travaille rarement exclusivement avec un seul producteur sur une matière donnée. Très bien, on poursuit. Une deuxième question de Lambert. Vous mentionniez une part du bio d'un tiers. Comment pensez-vous le faire évoluer? Peut-on rêver du 100% bio un jour ou l'autre? C'est presque une question philosophique. Le faire évoluer, nous, on est force de proposition par rapport à nos clients. Après, la position d'Agriviva, et puis je laisserai Augustin compléter pour cuisinant nos paysages, mais c'est pas une position qui oppose les agricultures. Donc c'est une position de tous ensemble, on progresse vers une meilleure agriculture. Après, très sincèrement, beaucoup d'agriculteurs en HVE ou équivalents sont très bons sur le territoire dans l'exécution. Ils sont très bons pour prendre soin de la biodiversité. Donc, voilà, je voudrais pas opposer bio et non bio. Voilà. Néanmoins, le bio dans l'assiette, c'est une forme de garantie santé pour nos clients. Donc, c'est un message qui est vrai et on aura toujours à cœur à proposer du bio pour que ça se développe, évidemment. Je ne sais pas si tu veux compléter, Augustin.
Bon, oui, je suis tout à fait d'accord. On est très dépendant de nos clients. Typiquement en marché public, on pourrait faire le choix de dire on répond qu'au marché conventionnel et pas au marché bio si on voulait être très très jusqu'au boutiste dans l'engagement. En réalité, ce serait pas tant jusqu'au boutiste, ce serait suicidaire quoi. On n'arriverait pas à garantir une pérennité économique aujourd'hui en étant que sur un marché bio en local. Et donc, comme dit Laure, le mieux qu'on puisse faire dans la configuration actuelle, c'est de pousser les produits bio, les mettre en avant, d'éviter un certain nombre de pratiques qu'on voit ailleurs, comme le fait de marger plus fort sur le bio. On a à cœur dans la construction des prix de vente de dire qu'on ne marge pas plus fort sur le bio et on n'essaye pas de gagner plus d'argent sur le bio. Et après, il y a aussi des coûts à plus long terme sur lesquels on travaille. Je pense à la pomme de terre. Rien n'est fait aujourd'hui, mais on est en discussion avec une CUMA, une SICA dans la Loire pour basculer tous nos volumes de pommes de terre en pommes de terre bio chez eux, où eux sont prêts en face d'un engagement de volume de notre part, à savoir 70 tonnes à l'année. De dire ok nous si vous nous garantissez 70 tonnes à l'année, on est prêt, pour nous un prix fair là-dessus ce serait 60 centimes du kilo. Nous 60 centimes du kilo c'est bien inférieur à ce qu'on paye la pomme de terre bio aujourd'hui, c'est un peu supérieur à ce qu'on paye la pomme de terre conventionnelle. Nous on serait prêt à faire l'autre partie du chemin et à dire on arrête la pomme de terre conventionnelle, on bascule tous nos volumes en bio. Donc on va perdre un peu sur les marchés bio, gagner un peu sur les marchés conventionnels, l'inverse. C'est un engagement de notre part en disant aujourd'hui toute la pomme de terre d'Agriviva est en bio. Ça nous obligera à en déclasser un petit peu en conventionnel, notamment sur les marchés publics. Et on la vend comme conventionnelle, en réalité elle est bio. On est OK avec ça. Donc c'est aussi des projets de moyen terme sur lesquels on peut travailler pour dire quand on est vraiment en proximité avec des agris, en l'occurrence là avec une coopérative qui a un peu d'assises et la capacité de s'engager sur du volume, on peut mener ce genre de projet vraiment transformant. Merci Augustin. Je passe à la deuxième question de Louis pour rester un petit peu cohérent avec ses premiers éléments de réponse. Donc, quels sont les prochains ateliers de transformation repérés pour constituer le réseau Cuisinons nos paysages? Aujourd'hui, il y en a 4 très identifiés, 2 projets de reprise / association à des ateliers existants. Sur lesquels on communique pas encore parce que c'est pas fait et donc ça pourrait se faire dans les prochains mois, mais c'est dans l'est de la France et dans le sud-est de la France. Et après, on a 2 projets de création de légumerie sur des territoires où il n'y a pas d'atelier au bon dimensionnement, atelier de territoire. Et là-dessus, on a été mandaté par le mine de Lille et par le mine de Rouen qui nous ont fait faire des études de faisabilité, des études de pertinence d'implanter un outil comme une légumerie sur le mine. Donc à Lille, on a ce projet qui est un projet peut-être à 2-3 ans de mettre autour de la table tous les bons acteurs, tant du côté agri que distri, pour créer un atelier. À Rouen, c'est la même chose, sauf qu'on est un petit peu plus avancé parce qu'on a obtenu une subvention de la part de la Ceinture Verte à hauteur de 500 000 € pour implanter la légumerie. Et ça, c'est tout récent et donc ça va nous amener à accélérer sur ce projet à Rouen de légumerie sur le mine. Merci. Il me semble qu'à terme, c'est 26 ateliers que veut constituer le réseau sur le territoire national. Ouais, ce sera amené à bouger, bien sûr, hein, parce que comme toujours quand on parle d'horizon dans 8 ans, mais c'est à peu près le dimensionnement qu'on imagine pour les ateliers qu'on considère être à la bonne taille, à savoir pas trop petit et pas trop gros. On pense qu'il y a de la place pour fédérer 25 ateliers en France. Très bien. Donc, je reprends la première question de Louis, à laquelle Benjamin a déjà pu apporter un élément de réponse sur la rentabilité, donc le timing d'atteinte de la rentabilité pour Agriviva. Je crois que tout est dit. Est-ce que ça mérite d'autres commentaires? Mais en tout cas, c'est vrai que cette année, ça y est, EBE
légèrement positif et avec 2 millions d'euros de chiffre d'affaires et on est bien parti. Enfin, on est vraiment dans la trajectoire de ce chiffre d'affaires. Et ben, petit à petit, la renta nette et la CAF qui vont dégager un peu de valeur à partir de 2025. Très bien. Vous pouvez retrouver la réponse écrite dans l'onglet questions. Alors, j'attaque la dernière question pour le moment de Vincent. Considérez-vous que votre argument de reterritorialisation est votre principal atout marketing pour décrocher de nouveaux marchés? Alors, non, hein, t'es pas le seul. Hein. Faut pas être effectivement naïf. Ça dépend des clients. Sur des clients comme Elior, Compass ou Happy, donc les sociétés de restauration locale, ils nous demandent d'être en local. Donc ça fait partie du cahier des charges et c'est ce qui fait qu'on est référencé. Donc ça, c'est super clair. Mais au-delà de ça, on nous demande de la qualité de produit. On nous demande de faire des bonnes choses, de faire d'avoir des produits savoureux, très frais. La fraîcheur est un argument très important. Et on nous demande un niveau de service qui est important. Et en local, on a cette capacité à rendre service. On est proche, donc on a un niveau de réactivité et un délai de réactivité qui permet de gagner un jour de DLC, donc de durée de vie de produits restante pour le client. On livre très vite nos clients. Ils nous commandent en A. En C, ils ont la matière C matin très tôt. Dans la nuit, ils ont la matière. Donc c'est ultra frais. Et ça, si on s'éloigne, enfin pour nos concurrents en fait qui sont plus loin, vous pouvez rajouter une journée très souvent. Donc ça c'est un argument de qualité qui est super important. Après sur d'autres clients, la notion prix va être aussi clé. Quand on décroche des nouveaux marchés industrie, ce qui est en train de se développer puisque ça fait partie de nos relais de croissance, les industriels, donc quand on est en B2B, ils demandent du prix. Mais le corollaire, c'est qu'on va travailler le volume, l'ordonnancement, enfin plutôt le cadencement des commandes pour pouvoir être de notre côté très efficace dans la fabrication. Donc on n'est pas sur des petites quantités plusieurs fois, mais sur des grosses quantités en une fois. Et on va travailler sur le conditionnement pour maximiser les volumes et optimiser les coûts de conditionnement. Donc ça peut être le prix aussi qui va nous permettre de décrocher de nouveaux marchés. Voilà. Et pour le nouveau segment de la GMS, l'argument local, c'est l'argument de la marque Cuisinons l'Occitanie. Donc on a la volonté de dire aux consommateurs, quand tu achètes ce produit-là, sache que la carotte, elle vient de tel endroit, le poireau, il vient de tel endroit, etc. Tu es sûr d'acheter un produit local qui a été préparé pour toi à Montpellier. Donc ça, c'est l'argument. Et quand on discute avec les enseignes de grande distribution, les magasins comme les plateformes, c'est ce qu'ils veulent. Hein. Ils veulent un produit local parce que eux-mêmes doivent montrer qu'ils ont des actions en faveur du local. Donc oui, là, on décroche ces places-là parce qu'on est local. On serait un énième acteur industriel national, on rentrerait pas. Vraiment, ça serait pas intéressant pour eux, mais c'est cet argument local qui fait mouche. Merci Laure. On poursuit avec une question de Vincent. Comptez-vous à terme avoir vos propres agriculteurs pour sécuriser vos approvisionnements, des contrats exclusifs? Augustin, tu as sûrement une vision sur ça. En ce qui me concerne, je pense pas que ce soit une bonne chose pour les agriculteurs d'être 100% liés à un client. C'est pas un bon principe de résilience pour eux. Si on faisait ça, je pense qu'on les mettrait en difficulté. Moi, je pense que face au dérèglement climatique, aux permacrise que traversent les agriculteurs, leur point de résilience, c'est la diversification tant de la production que des clients. Et donc, je crois pas dans un modèle exclusif du tout. 100% aligné. Il n'empêche pas de négocier des contrats sur une partie des volumes qui, eux, soient sécurisants. Tout à fait. A contrario, effectivement, leur sécuriser 10, 20, 30% peut-être de leur volume, pourquoi pas. Mais au-delà, ça serait les rendre dépendants de notre activité
et on leur rendrait pas service à faire ça. Oui, aujourd'hui, pour avoir un ordre de grandeur, c'est entre 10 et 20% du CA pour les agrès avec qui on bosse bien. Très bien, donc on attaque la dernière question. Quels principaux risques identifiez-vous dans la réalisation de votre business plan? Les 3 indicateurs dont on a parlé tout à l'heure, après c'est des risques que l'on essaie de maîtriser évidemment, hein, mais l'acquisition de chiffre d'affaires, le développement de nouveaux marchés, vous en avez parlé, c'est clé. Donc on met les moyens pour aller chercher ces nouveaux marchés et on bénéficie du support de Cuisinons nos paysages pour cela, hein, donc c'est précieux. La GMS en particulier, faire des plans sur la comète en GMS, enfin il faut rester très humble par rapport à ce circuit. C'est d'ailleurs pour ça que dans notre business model, on n'a pas que la GMS en développement de chiffre d'affaires, on a aussi toutes les PME agroalimentaires et on a aussi la diversification des produits. On met pas tout dans le même panier et puis en fonction de ce qui va se développer plus ou moins vite, on réajustera et on sera agile par rapport à ça. Après les risques au niveau du sourcing, une explosion des prix et des coûts de production. On essaie justement de le juguler par cette relation de proximité avec les agriculteurs et par l'intégration d'une logique de mercurial sur les prix de vente pour pouvoir justement piloter et réduire le risque de non-atteinte de marge brute. Sur la masse salariale, c'est un plan d'investissement qui va venir pour nous optimiser ces coûts de masse salariale de production. Et puis sur les charges fixes, finalement le risque il est assez limité parce que sur tout ce qui est support par Cuisinons nos paysages, c'est un pourcentage de chiffre d'affaires, donc c'est variabilisé. Donc il y a une maîtrise anticipée de ces coûts en charge fixe. C'est pas comme quand vous devez vraiment recruter une nouvelle personne et vous prenez 100% du coût de cette personne. Là, on est en variable sur certaines charges fixes salariales. Voilà, donc les risques, c'est ça, chiffre d'affaires, marge brute ou rapport marge brute, enfin prix d'achat, prix de vente et masse salariale, mais bon, on a mis en place des garde-fous pour essayer de limiter les risques. Très bien, on a répondu à toutes les questions, donc on est quasiment au bout de l'heure. Si vous avez encore des questions qui vous trottent, n'hésitez pas, il est encore temps de les poser. Merci à tous les 3 pour vos éléments de réponse. Donc, sachez que un replay sera disponible à retrouver sur la page de la levée de fonds et un mail sera également envoyé dans les prochains jours pour vous prévenir de la disponibilité du replay et du dossier d'investissement. Donc pour ceux qui ne connaissent pas encore ce document, il s'agit de l'analyse financière et extra-financière synthétisée réalisée par nos analystes chez Lita. Donc ce document sera à votre disposition très prochainement et vous permettra de vous plonger dans des éléments précis concernant l'activité d'Agriva dans son entièreté, avec les conditions d'investissement évidemment. Vous êtes aussi libre de prendre rendez-vous avec des experts chez Lita pour répondre à vos questions, faire un diagnostic personnalisé de votre profil investisseur, vous accompagner dans votre premier parcours d'investissement. Et puis, concernant le timing de la levée de fonds d'Agriviva, on prévoit un passage en collecte courant mars. Donc, tenez-vous prêts. Et sinon, je crois que j'ai tout dit. Donc, encore merci à tous pour votre attention et votre participation. On est quasiment au bout, donc on va pouvoir se laisser. Et je vous souhaite à tous un bon déjeuner et une très bonne journée. Et je vous dis à bientôt sur Lita. Au revoir. Bonne journée. Au revoir.